Confidence. Désormais, nous sommes là pour vous écouter. Une nouvelle rubrique sur Gino7, transcrite par Chel Gelin. Je m'appelle Rachel, j'ai 22 ans, je vis à Port-au-Prince. Ma vie a toujours été un tourbillon d'événements et de rêves inédits. Ma mère était très jeune quand elle m'a mis au monde et a été forcée de me placer à l'orphelinat 8 mois après ma naissance. J'ai donc passé ma plus tendre enfance entre les mains de différentes personnes. Elle était payée pour me nourrir, me regarder grandir. Cela ne m'avait pas beaucoup dérangée, car je n'avais jamais su qu'il existait des parents qui aimaient sans condition leurs enfants. On n'arrêtait pas de m'envoyer par-ci par-là et je n'avais jamais mon mot à dire sur les décisions que les travailleurs sociaux prenaient sur ma vie. J'étais une enfant réservée, timide et solitaire. Cela m'a valu un peu d'affection du personnel des différents orphelinats que je fréquentais. Mais aussi la haine des autres enfants plus âgés que moi, qui ne manquaient jamais l'occasion de me frapper et qui m'obligeaient à dormir à même le sol en entreposant des vêtements mouillés sur mon lit. Jusque-là, la vie ne m'était pas si pénible, car je trouvais un plaisir fou dans la lecture. Je lisais beaucoup et j'avais réussi à créer un petit monde où personne ne pouvait m'atteindre. Je me sentais bien. Bien jusqu'au jour où des Canadiens sont venus apporter des jouets à l'orphelinat, un jour de Noël. J'aimais Noël. C'était d'ailleurs la seule période de l'année où nous autres orphelins étions choyés et recevions des cadeaux. C'était également la seule période où personne n'avait le temps de me taper dessus, car tout le monde était prêt à préparer les festivités de fin d'année. Cette année-là pourtant, Noël était sale et maudit. Le Christ était mort pour ne plus retourner à la vie. C'était le 25 décembre. Tous les enfants étaient partis à la paroisse de l'enceinte où l'on veillait et faisait l'échange des cadeaux. Et moi, j'étais clouée au lit car j'avais attrapé la fièvre et la grippe. J'avais une violente migraine et mon nez coulait exagérément. On m'exigea donc à garder le lit. Les enfants partis, la gouvernante me fit avaler les mêmes médicaments que j'avais pris le matin même, s'assura que j'étais bien installée et m'avoua qu'elle était exténuée. Elle allait profiter du calme annuel qui régnait dans la maison pour faire une petite sieste et viendrait voir comment je me portais de temps en temps. Elle se retira alors dans la petite chambre qui lui était attribuée en bas et moi, je suis restée dans mon lit. Une demi-heure après que la gouvernante eut laissé le second étage, j'étais couchée face au mur, essayant de tenir ma tête tranquillement avec l'espoir que la migraine s'estompe, quand j'entendis la porte s'ouvrir. Je me retournai lentement, grimaçant de douleur. J'ai vu le Canadien qui m'avait abordé hier en matinée alors que je lisais Pinocchio sur la cour. La trentaine dépassée, il m'avait fait rire en me disant que je ne devrais pas être comme Pinocchio, sinon mon nez serait vite écrasé par un camion. Il suppose que ce dernier a eu de la chance car dans son temps, il y avait très peu de ces machins-là. J'avais beaucoup ri et j'ai reçu pas mal de mauvais regards qui m'ont également fait rire. Les autres étaient jaloux que le blanc me trouve amusante. Alors, quand je l'ai vu s'introduire dans la pièce avec un paquet emballé de papier cadeau, mon sourire était énorme. Il toucha mon front et m'assura que je me porterais mieux d'ici la fin de la semaine. Je les remerciai, certain qu'il disait vrai. C'est alors qu'il posa une main vive sur ma bouche et commença à déchirer mes vêtements. Je ne savais pas ce qu'il faisait et j'ai eu peur quand il se mit à tordre la peau de ma poitrine à l'emplacement de sien qui n'avait pas encore vu le jour. Quand il rentra en moi, j'ai senti une douleur aiguë. Et quand il retira sa main sur mes lèvres pétrifiées, je n'avais plus la force de crier ou de le repousser. Je versais des larmes silencieuses, fixant le plafond et attendant qu'il finisse l'opprobre.
Quand ce fut fait, il se retira simplement, changea les couvertures tachetées de sang, me donna une douche et me remit au lit. Silencieusement, simplement. Je pleurais, je versais des larmes amères, mais la seule question qui m'était venue à l'esprit fut « Pourquoi ai-je été abandonnée ici ?» 2 ans après le drame, j'étais devenue plus renfermée. J'avais des crises de larmes et je m'écorchais les bras, les pieds et les cuisses. Je détestais mon corps. Je détestais chaque pas que je faisais, chaque mot que je prononçais. Je détestais ma face et ma voix. Je m'étais murée dans un silence tombal et me refermais à tous. C'est alors que plus personne ne me frappa. Je n'avais plus rien à offrir ni à prendre. Je n'existais plus. Une tante est venue me récupérer 2 ans plus tard et on m'a confiée à elle. Ma mère était morte pendant ce temps et je n'ai pas eu la chance de la voir un jour. Les travailleurs sociaux m'avaient promis une assistance constante jusqu'à ce que j'intègre le monde, car je n'avais jamais vécu ailleurs que dans des orphelinats. Ils le firent effectivement, et ma tante m'envoya à l'école jusqu'à ce que les travailleurs sociaux cessèrent d'espionner sa façon de me traiter. Alors, je devins sa bonne. J'emmenais ses enfants à l'école. Elle en avait 3. Je cuisinais, lessivais et repassais. J'avais alors 11 ans. Je n'aimais pas les tâches ménagères. Je préférais mieux lire et écrire. C'est ainsi que j'ai goûté au plaisir en lisant les livres qu'elle conservait dans un petit espace qu'elle avait réservé à cet effet, car elle était dans le domaine éducatif. Cette vie ne me convenait pas. Je devais aller à l'école. Apprendre me retenait en vie. Alors, quand j'ai rencontré un groupe de 5 personnes, 3 hommes et 2 femmes qui m'ont proposé de m'envoyer à l'école si je le désirais, je n'ai pas hésité une seconde et j'ai cru un instant que la Providence me tendait la main. Mais la Providence, semble-t-il, n'aimait pas la forme de ma tête et m'a vite lâchée, car, en guise de sauveur, j'avais rencontré des proxénètes. Ils m'ont vite inscrite à une école très éloignée de la maison de ma tante qui ne prit pas la peine de me questionner sur comment je faisais pour y aller, mais préférait m'accuser de voler son argent et les livres de sa fille aînée. Et un jour, elle brûla complètement mon sac d'école et les quelques vieux vêtements que j'avais, ce qui décida aux 5 autres personnes à me prendre chez eux. Encore une fois, je changeais d'espace. J'étais petite et pourtant, aucune maison ne semblait pouvoir me contenir, pas même celle de mes parents. Je me rendis donc. J'allais à l'école. Je mangeais mieux et je travaillais moins. D'autant plus que j'avais rencontré 3 autres jeunes ados dans la maison. Même si elles n'allaient pas à l'école, elles m'avaient réservé un accueil chaleureux. Cela commença tout juste avant la première période des examens. J'étais alors en 8e année et j'avais 12 ans. Quand un homme vint à la maison et qu'on me demanda de coucher avec lui. J'étais d'abord choquée et j'ai refusé fermement. Ils me parlèrent en douceur tous les 5. Je continuai à refuser et alors on me frappa violemment à la tête et c'était vite fait. Je voulais quitter la maison, mais je savais que je n'avais nulle part où aller. Je ne connaissais personne ni même les rues. Et puis, à chaque fois que je refusais, on me frappait. J'ai rapidement découvert que les autres adolescentes que j'avais trouvées là faisaient le business. L'une pour prendre soin de ses parents et ses 3 frères et sœurs, l'autre pour toujours avoir de la drogue et l'autre pour une autre raison. Nos proxénètes s'assuraient que ce qui nous poussait à eux était réalisé, car jamais je n'avais été renvoyée de l'école pour l'argent. Je mangeais mal parfois, mais l'école était toujours payée et à temps. C'était comme un pacte. Et j'avais commencé à comprendre certaines choses. J'avais déjà trop souffert pour aller traîner dans les rues au risque des plus dures afflictions. Je suis restée, noyant ma honte, mon désespoir et mes larmes de l'alcool que je trouvais a priori. Ensuite, j'ai commencé à me droguer et à fumer. Et puis, ma vie était devenue un véritable bric-à-brac. Le seul point clair, c'était l'école. J'y allais tous les jours. C'était la seule échappatoire. C'est ici que j'ai bouclé les études classiques, entre sexe, drogue et coups de bâton.
Certains clients nous frappaient également. Ils n'étaient jamais n'importe qui. Des grands pompeux et des pères de famille, pour faire bref. Ils nous couchaient sans vergogne. Quand j'ai bouclé l'école classique, j'ai également décidé de boucler cette vie et prendre mon envol, exploiter d'autres horizons et découvrir le monde. Cela n'avait pas été facile, mais je crois que j'ai fini par m'assurer sans vendre mon corps. Je ne bois pratiquement plus et je vis tranquillement. Le problème reste que je n'arrive pas à me tolérer et à me dépasser. Parce que dans ma tête, je suis une prostituée. Je n'aime pas mon corps. En fait, je ne m'aime pas du tout. Je n'arrive pas à aimer un homme et je déteste le sexe. Quand quelqu'un m'aborde, je vois d'abord en lui un violeur, un proxénète ou un père inutile. Je continue à m'entailler les bras, les cuisses et les pieds. Il m'arrive d'avoir des idées suicidaires. Quels sont les conseils que vous pouvez me donner pour me sentir mieux? Que puis-je faire pour voir les hommes autrement et les considérer? Comment faire pour résister à ce besoin de coups, de violence qui me pousse à me blesser? Comment faire pour apprécier mon corps et ma personne? Me regarder dans un miroir sans le sentiment de ne plus être vivante. Comment faire pour écarter le suicide de mes pensées? Parce que nous sommes tous à la recherche d'une oreille attentionnée et amicale qui écoute sans juger. Pour de nombreuses raisons, nous sommes en quelque sorte tous des victimes. Et parfois se confier est plus difficile quand on n'a pas les bonnes personnes autour de soi. Confidence. Désormais, nous sommes là pour vous écouter. Une nouvelle rubrique sur Gino 7, transcrite par Shell Gelin. Grâce à cette rubrique, vous pourrez exprimer votre situation, passée ou présente, sans crainte, et demander des conseils ou un soutien moral.